Bonjour à tous. Bonjour. Alors effectivement, Tour du Haut, haute sensation urbaine et mixité des usages. On va donc vous présenter ce projet qui devient semaine après semaine au fur et à mesure du chantier emblématique du 13e arrondissement de Paris. Alors quand on parle de Tour, les premiers éléments qui nous viennent en général en tête, c'est rarement éco-friendly, bas carbone. Et pourtant, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas s'y intéresser. Ce qu'on voudrait vous présenter aujourd'hui, c'est comment, sur un projet comme ça, avec un contexte environnemental particulier, un contexte urbain particulier et des contraintes, comment on a pu tirer le meilleur, tant architecturalement parlant, ce sera Vincent qui vous expliquera ça, que sur le volet environnemental et énergétique. Le projet des Tours du Haut, il s'implante dans un territoire assez particulier. On a une parcelle qui est très réduite sur une friche ferroviaire, le long des rails qui mènent à la gare d'Austerlitz. On a pas mal de contraintes thermiques, acoustiques, qui nous ont amenés à nous poser de nombreuses questions sur la conception, surtout des façades. On le verra en détail tout à l'heure. On a une communication, une connexion à faire avec évidemment tout le volet urbain, l'avenue de France, et Vincent en parlera juste après. Et puis évidemment, donc, tout ça avec des enjeux environnementaux. C'est un projet qui est quand même qui remonte à quelques années. 8 ans maintenant. Voilà, et dans lequel on a tout de suite essayé de pousser au plus les curseurs de la performance environnementale dans le cadre qu'on avait à notre disposition. Je laisse Vincent parler un petit peu du site. Voilà, la première des choses évidemment qui apparaît quand on arrive sur ce site au moment du concours, c'est le principe de la friche ferroviaire avec un site qui est, on le voit sur la petite zone en rouge là-haut, une forme de trapèze d'environ 6000 m² et qui est enclavé entre les Maréchaux, une rue Bruneseau qui longe le site, le périphérique et les voies de chemin de fer. Il n'y a pas un seul de ces éléments qui est à la même altimétrie. On arrive, c'est un site où on se dit qu'il va être assez difficile de trouver des éléments sur lesquels se baser et comment s'axer pour faire du sens à cet endroit-là, réussir à faire 2 tours qui racontent ce qui se passe ici, sont intégrés dans le contexte et potentiellement se construisent ici comme ce qu'on va voir et pas ailleurs, dû à certains éléments qu'on a pu identifier sur place. On en a sélectionné 2. Merci Paul, tu peux y aller. On en a sélectionné 2 principalement parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps pour raconter tout ce qui se passe sur le projet. 2 principaux qui ont été à la genèse de ce projet-là. La première chose, c'est qu'on a un site qui est au bout de l'avenue de France. Cette avenue de France qui maintenant devient extrêmement bâtie, ça a mis quelques années, mais la ZAC Masséna maintenant est quasiment en cours d'achèvement. Et il manquait à cette voie un élément tutélaire, une identité. Et l'idée de ce projet qui n'est pas tout à fait dans l'axe de l'avenue de France, mais qui y trouve malgré tout son point final, eh bien, c'était de se dire on va donner cette identité en allant chercher à incliner le bâtiment, et cette inclinaison du bâtiment, c'est comme un clin d'œil qui vient essayer de récupérer cette perspective, sachant qu'on n'est pas exactement dans l'axe. En inclinant les bâtiments, on crée aussi de la dynamique, on crée quelque chose qui est de l'ordre de l'attraction dynamique de ces façades, et puis en inclinant, on a aussi la possibilité de faire des reflets, de renvoyer des choses. Et ce qui va être le deuxième point très important au niveau de l'identité de ces tours, c'est qu'il a fallu un certain temps pour comprendre que ce site, il avait vraiment une beauté cachée. Et que cette beauté cachée, en fait, on a été la chercher grâce à l'époque à des ballons sondes. Et en fait, on a pris des photos à différentes hauteurs en se mettant tout simplement à la place d'un futur utilisateur à l'intérieur de ces tours. Et on a commencé à découvrir ce que l'on ne voit absolument pas quand on est au pied de ces tours aujourd'hui, c'est la présence à la fois de la force de ce pont du périphérique et les quasiment 800 mètres de large de voies ferrées qui viennent au pied du bâtiment. Les voies ferrées sont légèrement en dessous, mais grâce à l'inclinaison des tours et grâce à quelques subterfuges qu'on va vous montrer tout à l'heure au niveau de brise-soleil, eh bien, on va aller révéler par des jeux de reflets ce qui se passe en dessous.
on va avoir, et on le verra rapidement sur quelques éléments juste après, on va avoir les véhicules du périphérique, on va avoir les trains qui vont venir se refléter dans les façades des tours, et ça va permettre de les ancrer dans leur site. Alors justement, on va s'intéresser un petit peu aux façades, parce que c'est quand même l'enveloppe, la robe, l'image du projet. Et en fait, les façades ont joué vraiment un rôle très très important dans les échanges qui ont eu lieu entre architectes, bureaux d'études façades et bureaux d'études environnement et énergie. Donc il faut bien comprendre, on a d'un côté le boulevard périphérique, un deuxième côté des voies de chemin de fer, on a le boulevard Jean-Simon avec le tramway, on est dans un espace qui est hyper contraint et notamment hyper contraint du point de vue de l'acoustique. La tour du Haut 1, qui est donc la plus haute, 39 étages, qui est longée par le périphérique, et celle qui est la plus soumise à ces contraintes acoustiques, évidemment. Sur la façade qu'on voit ici, qui est une façade plutôt orientée sud, sud-est, sud-ouest, on a fait le choix d'avoir une double peau pour traiter au mieux le volet acoustique, mais évidemment avec une orientation sud, qu'il faut particulièrement traiter aussi du point de vue thermique, du point de vue du confort solaire. Donc on a une double peau qui est fortement ventilée, qui assure à la fois la thermique et l'acoustique. Maintenant, sur le volet architectural, place à la réflexion. Voilà, on ne s'est pas simplement contenté de faire une double peau, on a essayé de répondre à la problématique dont je parlais à l'instant, qui était la problématique du reflet, et de réussir à révéler ce qui se passait au pied de cette tour. Et on ne s'est pas non plus contenté de le révéler de façon uniforme, on a essayé de fabriquer un reflet qui soit un reflet cassé. On a cassé le reflet de manière à ce que les véhicules qui vont se promener viennent fabriquer une cinématique un peu dynamique. Alors on le voit un petit peu sur les éléments ici, on a fabriqué des écailles, ce qu'on appelle des écailles, c'est-à-dire que la tour en elle-même, donc du Haut 1, est inclinée de 5 degrés, c'est environ l'inclinaison de la tour de Pise, ce qui nous crée quelques problèmes structurels, mais ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. En revanche, cette inclinaison nous a permis d'aller chercher ces reflets, et on a amplifié cette inclinaison par ce jeu d'écailles, où l'on a 3 types d'écailles. On a des écailles qui vont faire 4 mètres de haut, qui vont être toute une hauteur de niveau à niveau. On va avoir des écailles où on aura 2 écailles par niveau, donc avec des hauteurs de 2 mètres, et puis ensuite on a divisé en 3 parties. Et ça, sur l'intégralité de l'ensemble de la hauteur de la tour, ça crée évidemment des orientations différentes, et donc en termes d'optique, des reflets différents. La slide d'après, Paul. Sur la slide suivante, on va avoir effectivement... Tiens, ça c'était du O2. Ouais, ça c'est du O2. Ouais, okay. Sur du O2, donc, qui elle est toujours le long de la voie ferrée, mais qui est du coup masquée du périphérique par la plus haute tour du Haut 1, on s'est plutôt orienté sur une simple peau, avec une façade qui est à la fois totalement différente et qui en même temps communique avec celle de du Haut 1. Simple peau, et avec cette fois-ci des brises-soleil. Des brises-soleil qui vont évidemment avoir le côté confort thermique. Et puis, encore une fois, on va jouer sur la réflexion de ces brises-soleil pour refléter la voie de chemin de fer. On a aussi, à la différence de du Haut 1, un petit jeu d'opacité en fonction des niveaux, c'est-à-dire qu'on ne va pas être forcément toujours 100% vitré, et là aussi on va aller plutôt dans le sens du gain énergétique, du confort thermique. Reviens sur la page présente, s'il te plaît, Paul. On voit sur cette image qu'on a essayer de travailler la tour du Haut 1 et la tour du Haut 2 de façon différente, sans pour autant que l'une l'emporte sur la précédente. Et donc, ce qui avait été utilisé comme principe de reflet au niveau du Haut 1, il fallait trouver autre chose pour du Haut 2. Du Haut 2, donc du Haut 1 fait environ 180 mètres de haut, et du Haut 2 fait 127 mètres de haut. Cette petite tour, entre guillemets, a une assez forte personnalité. Autant du Haut 1 est particulièrement massive et avec des façades, on va dire, assez simples. Du Haut 2 est une tour qu'on a travaillé plutôt dans les volumes, avec des installations de terrasses, etc. Sur cette façade, pour répondre à cette exigence toujours d'apport solaire, on avait moins de problématiques acoustiques, comme l'a dit Paul, eh bien, cette simple peau, on a cherché à la protéger par un principe de brise-soleil. Mais ce brise-soleil, là encore, pour travailler le reflet, pour
le rendre plus artistique. On a étudier des brise-soleil qui forment des vagues avec une sous-face qui est en inox polymiroir et l'ensemble de ces éléments permettent de protéger plus ou moins parfaitement les apports solaires. Alors plus le brise-soleil est à l'horizontale et plus il est long, et plus il s'incline, et plus il peut être court. Et ensuite, on a tout un travail, comme on le voit en milieu en haut de la slide, un travail d'homogénéisation de l'ensemble de ces brise-soleil, de ces lames, pour que ça fasse une vague homogène, tout en étant protectrice. Et lorsque le reflet, on le voit un peu sur le prototype que l'on voit à droite, où ce sont des reflets d'éléments de chantier pour l'instant, mais quand on verra les véhicules et les trains circuler en partie basse de la tour, eh bien, ce jeu de reflets deviendra plus étonnant, révélera des choses plus secrètes de ce qui se passe en dessous. La façade en elle-même est aussi travaillée avec de l'inox polymiroir, permettant de refléter, là encore, des jeux de reflets dans les reflets, de fabriquer quelque chose d'assez, on l'espère, étonnant. Alors voilà, donc bon, on va un peu clore le chapitre façade, mais simplement pour expliquer, là on a fait un focus sur les façades sud, parce qu'évidemment c'est là où on avait les voies ferrées, où on avait évidemment le plus gros sujet de thermique, mais il faut savoir qu'on ne s'est pas posé des questions que sur les façades sud, évidemment, on a traité toutes les orientations. Et on voit ici simplement à droite un petit peu les différentes typologies de façades qu'on a eues, donc en fonction des orientations, en fonction de l'emplacement sur la tour et des contraintes associées que l'on avait. Qu'on ajoute aussi avec évidemment la fonction, puisque une fois qu'on a traité tous ces éléments-là, eh bien, la fonction qui prend lieu, qui prend place à l'intérieur des espaces derrière ces façades, joue aussi et donne évidemment des contraintes. Alors l'ensemble des couleurs que vous avez là identifie à chaque fois un élément de façade différent. Donc quand on est sur une famille de vertes, on est sur la même famille. Cependant, on a une certaine quantité de variété, ce qui nous occupe assez copieusement. Au niveau de l'intégration de ces deux tours, donc toujours pareil, la problématique des tours, c'est comment est-ce qu'on fait du sens là où on est construit et comment est-ce qu'à l'échelle du piéton, ces tours, elles vont appartenir au quartier dans lequel elles habitent. Elles sont aujourd'hui réalisées sur un double niveau, à savoir qu'entre le boulevard des Maréchaux et le passage sous le périphérique, on a plus de 4,50 m de dénivelé, ce qui fait qu'on a deux niveaux d'entrée. On a un niveau rue et on a un niveau qu'on appelle belvédère. Le belvédère est une extension du terrain d'environ 2500 m² qui se fait au-dessus des voies ferrées et que l'on a, c'est la partie basse que vous avez juste en dessous des deux bâtiments ici. Et cette partie est au niveau du boulevard des Maréchaux. Et la rue Bruneseau est donc en partie haute, on ne la voit pas bien sur le document, et elle descend. Et entre les deux bâtiments, on a identifié une forme de grande rampe avec des jeux d'escalier pour rattraper les jeux de niveau entre les deux. Les halls d'entrée dans les deux bâtiments sont donc sur double niveau, de manière à pouvoir entrer à la fois par le raid de rue et par le raid de jardin. Le belvédère, en termes de traitement paysager, il prend son inspiration sur la végétation qu'on a sur la petite couronne. Donc comme on est sur un univers qui est très proche des voies ferrées, on a décidé d'aller chercher des espèces qui sont particulièrement appropriées pour ces lieux. Et on va retrouver toute une palette de végétaux qui vont partir des végétaux les plus ras, un petit peu comme une forme de prairie, et vont monter avec des arbres de grande hauteur, de grandes tiges. Plus on va s'approcher du périphérique et plus on va masquer et essayer de protéger à la fois acoustiquement et visuellement l'influence du périphérique qui se trouve maintenant extrêmement proche de la zone de belvédère. Du point de vue des usages, pour parler au niveau de ces deux tours un peu plus largement, on a une certaine forme de mixité. Donc, du haut 1, la grande tour, elle, est essentiellement dévolue à des bureaux. Et du haut 2, voit les bureaux, donc on voit en partie bleue, et puis un hôtel avec restaurant et skybar en partie haute. Voilà. Alors, sur la mixité des usages, bon, on a déjà vu sur la première partie, on a essayé de répondre
aux contraintes du site et à son contexte environnemental et son contexte bâti ou ferroviaire. Maintenant, pour ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment, c'est pareil, on s'est dit on va essayer d'aller tirer le meilleur de ce que sont finalement les caractéristiques d'un tel bâtiment de grande hauteur. La mixité des usages, on y a vu tout de suite une utilisation potentielle sur la tour du O2, en se disant que l'hôtel, qui a une consommation d'eau évidemment très importante, pouvait finalement peut-être alimenter une partie des besoins en eau des bureaux. Ce qu'on fait sur l'hôtel, c'est qu'on va récupérer les eaux grises des douches, baignoires et des lavabos, qui sont filtrés, qui sont traités et qui sont réutilisés pour alimenter les sanitaires des bureaux qui se trouvent sur la partie basse du bâtiment. Cette installation-là, elle nous permet d'économiser 4000 m3 d'eau par an. Et puis du coup, on s'est dit, mais finalement, on peut aussi peut-être le faire sur du O1. Et finalement, on va le faire aussi sur du O1. Alors, on va récupérer un petit peu moins d'eau parce qu'on n'a que du bureau. Mais du coup, la batterie haute des bureaux, on va récupérer toutes les eaux grises des lavabos pour alimenter les sanitaires de la partie basse. On récupère 2000 m3 d'eau, donc 6000 m3 au total. Donc en infrastructure, on a des citernes énormes pour récupérer toutes ces quantités d'eau, effectivement. Et puis, on a une autre caractéristique d'un immeuble de grande hauteur, c'est la grande hauteur, avec du coup des ascenseurs avec des courses très longues. Et on vient récupérer l'énergie des courses descendantes des ascenseurs qui sont réinjectés pour être autoconsommés dans les tours. Alors, je reviens quand même ici, on a aussi quand même sur la parcelle un enjeu évidemment d'utilisation aussi de l'eau, puisqu'on n'est pas en pleine terre, même si on a des épaisseurs de terre par endroits qui sont assez importantes, on a très peu de pleine terre. On a en revanche eu la possibilité de faire de l'infiltration des eaux de pluie pour éviter de faire du rejet au réseau, en plus évidemment d'un petit peu de réutilisation locale pour arroser. Arroser les terrasses. Et le belvédère a également, parce que c'est un sujet sur les immeubles de grande hauteur, la possibilité des effets Venturi et des gros couloirs de courant d'air. On a fait également des études évidemment de vent. Et justement, le projet paysager a aussi été déterminé de manière à limiter au maximum les effets du vent sur la partie belvédère et autour des deux tours du haut, de manière à avoir des espaces extérieurs confortables. Sachant que le rapport au vent est à la fois pour la qualité piétonne des gens qui vont se promener sur le belvédère, mais aussi pour la protection du périphérique, puisque la proximité des véhicules et les accélérations de vent qui ont été calculées pouvaient avoir un impact sur le périphérique. Et donc on a traité cela aussi avec des grands panneaux qui viennent dans l'architecture du paysage, du jardin. Voilà, alors pour terminer, les tours du haut, donc les enjeux environnementaux juste en quelques chiffres, donc les 6000 m3 d'eau réutilisés par an dont j'ai déjà parlé. On a, alors malgré un faible potentiel, quand même fait le choix d'installer des énergies renouvelables avec donc sur du O1 du photovoltaïque et sur du O2, voilà, et sur du O2 du solaire thermique qui va alimenter la production donc d'eau chaude. On a eu ensuite un travail sur la structure et sur notamment la formulation et les quantités de béton utilisées, parce qu'évidemment construire des tours de cette hauteur-là en béton, ça fait des quantités énormes de béton armé. Donc il y a eu un important travail sur les formulations pour essayer d'utiliser le maximum de substituts au ciment. Et au niveau des certifications, on est sur des niveaux assez élevés, un LEED platine, un WELL platine, un HQE avec un passeport exceptionnel, les labels Effinergy Plus et Wired Score. Les certifications, évidemment, pour le maître d'ouvrage, c'était un objectif primordial, mais ça a aussi pour nous été un moyen de justifier de l'utilisation et du développement de certaines technologies qui, il y a 5 ans, n'étaient pas forcément encore complètement, on va dire, au goût du jour. Et ce qui nous a permis donc de développer et de tirer le meilleur de ce projet. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour votre attention et à vous dire dans un peu plus d'1 an pour l'inauguration des tours. 1 an et demi, ouais. Merci.